Marc, Pierre-Olivier, on a appris plus tôt aujourd'hui qu'il y avait eu un nouvel épisode de vandalisme, d'intimidation aussi qui était survenu en marge du conflit de travail chez Métro. Ça s'est passé le 8 juillet dernier. Il y aurait des centaines de personnes identifiées aux couleurs de différents syndicats de travailleurs, travailleuses des épiciers unis Métro Richelieu, Fédération de commerce CSN, CSN seulement, qui ont fait irruption dans les bureaux d'IO Solutions, qui est un centre d'appel finalement situé place Bonaventure au centre-ville de Montréal. Donc, plein de personnes se sont présentées là-bas. On parle de victimes collatérales carrément du conflit qu'ils ont vu débarquer finalement dans les bureaux. C'est une demande d'injonction que différents médias, dont le Journal de Montréal, ont consulté aujourd'hui. Donc, les manifestants auraient bousculé violemment les gardiens de sécurité, sont entrés dans les locaux, ont vandalisé les lieux pendant une trentaine de minutes. On dit qu'ils ont brisé les claviers, les chaises, les écrans d'ordinateur, renversé une table, ils ont mis de l'eau partout. Bref, ils ont fait du grabuge. On parle de 45 personnes qui travaillaient sur place à ce moment-là. Alors, il y a des employés qui ont été pris de panique, qui ont fait plusieurs malaises à gauche, à droite. La police de Montréal a dû intervenir pour les méfaits. Alors, la Cour a accordé une injonction qui interdisait aux syndicats de retourner dans les bureaux d'IO Solutions pour l'instant. Alors, Métro condamne fermement, évidemment, ces gestes qu'elle juge inacceptables et qui ne font pas avancer du tout les négociations. Et là, j'arrive à ma nouvelle qui va mener à ma question pour toi, Pierre-Olivier Zappa. Autre nouvelle d'aujourd'hui, notre collègue Francis Alain et Sylvain Larocque ont dit que Good Food, marché Good Food, chercherait un acheteur. Donc, il serait touché par différentes difficultés. On dit que l'entreprise, donc, a annoncé aujourd'hui être à la recherche d'un acheteur finalement. On dit que, dans un énoncé qu'ils ont publié ce matin, qu'une entreprise, que l'entreprise procédait à un examen des options stratégiques qui s'offraient à elle, ce qui voudrait dire, en d'autres mots, nous sommes à vendre, ça va mal. Alors, finalement, on sait que, dans les 3 derniers mois, dans l'exercice des 3 derniers mois qui a pris début juin, les ventes ont reculé de 30% par rapport à l'an dernier. On parle de 21,5 millions. Le nombre de clients actifs aussi a chuté de 37%. On est rendu à 48 000. Alors, ma question, est-ce que c'est un modèle qui est dépassé? Très bonne question. Le secteur du prêt à manger et du prêt à cuisiner a connu un boom phénoménal avec la pandémie. Tu sais, Good Food... La livraison aussi. Écoute, Good Food, Factory, Cook It, on avait un taux de pénétration incroyable. Tout le monde se faisait livrer des boîtes. Alors, on a pensé que c'était le Saint Graal, puis même les épiciers, les plus gros joueurs, se sont mis à acheter ces petites compagnies-là, pour se rendre compte finalement qu'il y avait un plafonnement et même à la limite une décroissance, étant donné notamment l'inflation alimentaire et le coût de ces options-là. Est-ce que l'avenir... quel avenir pour Good Food? On a vu ce qui s'est passé avec Cook It en 2024. Judith Fetzer... Elle est venue ici, dans le trafic, comme toi. Et j'adore Judith. C'est une entrepreneur bouillonnante. C'était très intéressant. Mais bon, elle l'a constaté elle-même, la demande est devenue exponentielle. Crache de même, elle a dit. Et je me souviens, moi, je suis allé voir Judith pendant qu'il y avait un boom de demande incroyable. Elle agrandissait ses installations. Puis c'est comme si du jour au lendemain, le modèle a perdu de son attractivité. Puis je pense que la hausse du prix, la hausse des prix à l'épicerie, y est pour beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un avenir pour Good Food? Point d'interrogation. La direction elle-même dit on cherche des alternatives. Est-ce qu'il y a un gros joueur qui pourrait être intéressé? Tu sais, je pense à une bannière d'épicerie, d'intégrer Good Food dans son modèle, peut-être. Est-ce qu'un autre joueur, un concurrent pourrait acheter Good Food? C'est une autre possibilité. Mais en ce moment, ce que cherchent les épiceries, c'est de diversifier leur modèle. Tu sais, on a vu, par exemple, Sobeys IGA acheter Méran récemment. On a vu IGA aussi lancer Voilà, le service de livraison. Métro a fait de même. Donc, peut-être que ça fera partie du portefeuille de produits et de services qu'offrirait éventuellement un épicier. Gros point d'interrogation. Mais c'est certain que les temps sont durs pour les prêts à manger puis les prêts à cuisiner. Toi, tu es très proche de l'économie. Hein? Ça fait partie de tes sujets d'intérêt. Absolument. Tu n'as pas l'impression que tout est en train de se consolider? Tout. Oui, tu sais, dans des temps économiques où on a un ralentissement, où on a de l'inflation, où on a des chaînes d'approvisionnement qui subissent des chocs, il y a eu la pandémie, il y a le choc pétrolier qu'on est en train de vivre parce que c'est un choc pétrolier en ce moment, la guerre en Iran. Il y a de la consolidation, il y a des transactions et puis on le voit simplement dans les résultats financiers des grandes banques canadiennes. Les activités en ce moment de transactions sur les marchés, les activités de fusion et acquisition, ça génère de l'argent et
Et oui, en ce moment, c'est ce qu'on observe parce qu'on est souvent plus fort quand on est plus gros pour affronter le genre de tempête économique que l'on traverse en ce moment. Qu'est-ce que tu penses des compagnies qui, depuis la pandémie, font des super profits? Les pétrolières, par exemple, par rapport à ce qui se passe, ou les banques, justement. Trouves-tu que ça fait du sens qu'il y ait du monde qui déclare... Oui, ça aussi. Ça fait-tu du sens qu'il y ait du monde qui déclare des milliards de profits, puis là, on est là, les murs craquent à l'école, etc. Ben écoute, ces compagnies-là sont cotées en bourse, Marc. Donc, tu as des investisseurs institutionnels. Je pense à la Caisse de dépôt, qui gère le régime de retraite de plus de 6 millions de Québécois. Ouais. Tu sais, la Caisse n'est plus investie dans le pétrole, mais la Caisse demeure investie dans des entreprises qui font des milliards de profits. La Caisse, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend cet argent-là, elle prend les rendements de ces entreprises-là et elle finance la retraite de plus de 6 millions de Québécois. Tu sais, si vous nous écoutez dans l'auto, là, on est jeudi, vous regardez votre slip de paye, votre talon de paye, vous payez de la RRQ, ou si vous êtes un peu plus âgé, vous retirez du régime des rentes du Québec, bien, dites-vous que cet argent-là est exposé au marché financier et qu'il y a sûrement une partie de cet argent-là qui est investi dans le pétrole, qui est investi dans les géants de la technologie. Vous êtes probablement exposé sans le savoir au cours de l'action de Netflix, d'Apple, de Google. Donc, oui, le capitalisme, c'est un système qui organise notre société de façon inégalitaire. Il faut contribuer, chacun à sa façon, à ce que le creuset entre les plus nantis et les moins nantis soit le moins profond possible. Mais lorsque tu me parles de résultats incroyables de certaines sociétés qui sont milliardaires, bien, ces sociétés-là sont cotées en bourse et il y a des investisseurs institutionnels, la Caisse, ou encore ceux qui vont gérer votre régime de retraite, celui de votre employeur, ou encore vous-même parce que vous avez de l'épargne et vous investissez sur les marchés. Donc, il y a des gens qui en profitent, il y a des retraités qui en profitent. Je te dis pas que c'est un système qui est parfait. Mm-hmm. Il y a des inégalités profondes. Elles sont encore plus vraies en 2026 et c'est quelque chose qui me préoccupe énormément. Mais en même temps, il faut aussi voir l'autre côté de la médaille. C'est un système qui permet aussi, avec ces rendements-là, de financer la retraite des gens. Quand tu dis que ça te préoccupe, c'est à quel égard? Moi, ce que je constate, plus que jamais, depuis, je te dirais, ma naissance, là, dans le Québec que j'ai connu, on a vécu une situation où il y avait un tel fossé entre les plus riches et les plus pauvres. OK. Pour toi, c'est unique, c'est une première. Ben, moi, j'ai jamais vu une situation comme celle-ci. OK. Où les marchés financiers sont tellement déconnectés de ce que vivent les gens que ceux qui ont des actions, ceux qui sont exposés au marché boursier, ont vu leur patrimoine exploser ces dernières années. Si vous avez des actifs, là, qu'ils soient immobiliers, qu'ils soient boursiers, vous avez vu votre patrimoine s'apprécier énormément depuis 5-6 ans. A contrario, vous êtes un ménage plus vulnérable, vous n'avez pas d'actifs immobiliers, vous n'avez pas d'actions en bourse, vous avez très peu d'épargne. Ben, vous avez vu votre pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil. Oui, parce que tu as le même salaire depuis 5 ans. Ben, peut-être que ton salaire a augmenté de 4 mais ton patrimoine, lui, ton pouvoir d'achat, ce que tu as derrière, là, lui, il a fondu. Ouais. Alors, c'est certain qu'aujourd'hui, la confiance des consommateurs plus aisés, elle est plus forte. Les gens se réveillent, il y a des records boursiers qui sont pulvérisés. Celui qui avait 100 000 $ il y a 5 ans dans son portefeuille exposé au marché américain est pas mal plus riche qu'il ne l'était. Mais celui qui n'a pas d'actifs financiers va traverser cette vague inflationniste de façon beaucoup plus, je dirais, risquée que quelqu'un qui avait ces actifs-là. C'est pour ça que les gens plus vulnérables, donc les plus jeunes, les aînés, ils se retrouvent dans des situations qui sont vraiment pas faciles. Et tu sais, historiquement, là, depuis que le monde est monde, lorsque le fossé entre les plus riches et les plus pauvres se creuse, ça provoque des crises sociales, ça provoque des révoltes, ça provoque des mouvements politiques aussi qu'on n'a pas nécessairement le goût de voir émerger. Alors, c'est une source de préoccupation énorme pour moi. Est-ce que tu es un consommateur? Est-ce que je suis un consommateur? Oui. Te considères-tu comme un consommateur? Ma mère va te dire que oui. Oui, je suis un consommateur, okay. Bien sûr. Oui. Tu vois, oui, je suis définitivement un consommateur, mais je fais attention. Tu sais, je veux pas me faire avoir. Moi, je suis le genre de gars, là,
je paye avec ma carte de crédit pour avoir le filet de sécurité que me procure ma carte de crédit, c'est-à-dire que si je me fais avoir, je vais pouvoir demander une rétrofacturation. Vous ne serez pas étonné d'entendre que je feuillette toutes les circulaires chaque semaine avant de faire l'épicerie. OK. Oui, moi, je suis surpris. Ah oui, t'es étonné? Oui. Non, systématiquement. Vraiment. Et tu vas faire 4 places pour sauver 3 piastres au total. Ben là, 3 $. Je vais sauver pas mal plus. Il va falloir que je t'amène avec moi. Oui. Ouais. Je te garantis. Ça fait un bon reportage, pas de faire. Oui, oui. Ma mère a fait ça dans le temps. Ah oui? Elle a pensé, écoute, moi, j'y crois parce qu'elle me le dit. Mais moi, je veux rien savoir. Là. Ça me passe pas par la tête de dire. C'est certain que je n'entrerai jamais dans une épicerie sans avoir consulté la circulaire, tout comme je n'achèterai jamais de vêtements en plein prix, Marc. Moi non plus. Jamais je vais Qui acheter... était un consommateur très responsable. Non, mais attendez, je dis ça, là, c'est comme ce T-shirt-là, je l'ai acheté Ouais, plein on voit prix. que c'est ton T-shirt de millionnaire. Pas capable. Mais honnêtement, je fais quand même attention. Et mes postes de dépenses vont aussi en fonction de ce qui me passionne, de mes intérêts. Donc, Le barbecue. Le barbecue, la cuisine, la rénovation, le jardinage. Alors... Un gros sorteux, hein, je t'en passe, vraiment. Un gros sorteux? Oui, on voit que t'es un gros sorteux. Ah, ben, le barbecue, le jardinage, la clôture. On est avec Pierre-Olivier Zappa.